Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente, comme chaque lundi, de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Potentiel. Et aujourd'hui, on va parler du sentiment de culpabilité. C'est un sentiment, à mon sens, que l'on retrouve beaucoup chez les atypiques, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les personnes neurotypiques ne ressentent pas de culpabilité ou que, parce que vous ressentez beaucoup de culpabilité, vous êtes atypique. Bien évidemment, vous connaissez bien cette théorie du cheval blanc, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, par contre, c'est vrai que dans les accompagnements que je fais au quotidien, c'est quelque chose à mon sens qui vous empêche d'évoluer. Je m'explique. En fait, ça prend trop d'énergie de culpabiliser. Tout ce temps que vous perdez à vous auto-flageller, à penser que vous n'êtes pas la personne qu'il faut, que vous ne faites pas assez, suffisamment, que vous auriez dû faire ou dire autrement. Bref, tout ça, ça vous fait perdre un temps et une énergie considérable. Et malheureusement, parce que vous perdez de l'énergie, et bien après, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Alors, pour toutes les personnes qui ont la sensation qu'elles n'arrivent pas à évoluer, elles n'arrivent pas à passer certains caps, elles n'arrivent pas à changer et elles se culpabilisent énormément, et bien là, vous avez une clé possible de résolution de la situation. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord la culpabilité ? Qu'on soit tous et toutes au même niveau et qu'on mette toutes et tous, encore une fois, la même définition sur ce mot. La culpabilité, c'est un sentiment et c'est une émotion. Elle est éprouvée lorsqu'une personne croit avoir violé un standard moral ou éthique. Ça, c'est la définition officielle. En fait, c'est une émotion qui est accompagnée souvent de remords, de sentiments de honte et qui peut être liée à une action, à une pensée, à une omission. Voilà, ça c'est la base. D'accord ? D'un point de vue plus psychologique, on pourrait dire que la culpabilité est une émotion quand même beaucoup plus complexe qui résulte de l'évaluation de ses propres actions par rapport à ses valeurs et normes internes. Malheureusement, ces valeurs et ces normes internes sont souvent fabriquées de toutes pièces, imposées par la société et la culture dans laquelle on vit. C'est finalement un mécanisme de régulation sociale qui permet à chaque individu de corriger des comportements qui pourraient nuire à autrui ou à soi-même. En psychanalyse, par exemple, Freud associe énormément la culpabilité à la lutte entre le moi et le surmoi. Le surmoi, ça représente l'intériorisation des normes sociales. Donc c'est un petit peu entre ce que moi j'aimerais faire ou ce que je fais, et puis finalement ce que l'on me force à faire ou à penser. Ça rejoint un petit peu le livre L'art... Ah non, c'est pas, j'avais pensé à l'art de l'excellence, mais c'est pas celui-là. C'est La dictature des humanistes de Fanny Nussbaum, du docteur Fanny Nussbaum. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast avec elle, donc du coup, n'hésitez pas à aller le voir, je vais vous le mettre en description. Parce qu'elle a fait un livre un petit peu sur cette dictature de l'humanisme et que je pense que si vous l'avez lu, ça peut faire des ponts et ça peut être intéressant. Sur le plan sociologique, du coup, parce que ça en découle, la culpabilité, elle est souvent perçue comme un outil de contrôle social. Alors, c'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est Nietzsche, en fait, il a fait tout un livre dessus. D'une certaine manière, les sociétés, plus largement, elles utilisent la culpabilité pour maintenir un ordre moral et pour s'assurer que chaque individu se conforme à des attentes sociales. Donc, forcément, elle serait intrinsèquement liée aux normes culturelles, mais aussi religieuses, qui dicte d'une certaine manière et qui, en fait, va vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pour ça que, encore une fois, le docteur Fanny Nussbaum parle bien de dictature de l'humanisme. Et on le voit encore tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux, qui est une bonne personne, qui est une mauvaise personne, et dès qu'une bonne personne a fait quelque chose de mal, est-ce que ce n'est pas vraiment une mauvaise personne ? Est-ce que ça ne serait pas une manipulatrice ? Est-ce que ça ne serait pas quelqu'un qui nous aurait manipulé et qu'en fait c'est quelqu'un de mauvais ? Et donc du coup, il y a toute cette sphère qui fait qu'on va essayer de lui apporter cette image mauvaise et il faut qu'elle culpabilise, il faut qu'elle fasse amende honorable pour quelque chose peut-être qu'elle n'a pas commis ou que tout le monde fait mais que personne ne dit. Bref, ceci est un autre sujet. Mais en attendant, ce qui est intéressant à la culpabilité, c'est déjà de se questionner, est-ce que ça vient de soi ou est-ce que ça vient des autres ? Ou est-ce que ça vient de l'éducation aussi ? Si vos parents vous ont répété tout au long de votre vie que c'était mal de faire telle ou telle chose, est-ce que vraiment c'était mal ou est-ce que ça l'est pas ? Prenons un exemple, je pense assez bateau, de taper son frère ou sa sœur dans une fratrie. Parfois, il y a des frères et des sœurs qui, bien évidemment, en général, je dis bien en général, les parents vont expliquer à leurs enfants que c'est mal.
Est-ce que selon vous, c'est bien ou mal? Bon, je pense qu'on est à nous dire que non, on n'a pas le droit de taper les autres. Mais un autre exemple, qui est justement peut-être va vous faire prendre conscience d'autre chose. La sexualité, notamment la masturbation. Beaucoup de parents, souvent de l'ancienne génération, mais encore aujourd'hui, sont très mal à l'aise et vont effectivement faire culpabiliser leurs enfants de découvrir leur corps, et notamment via la masturbation. Et en grandissant, eh bien, il est possible qu'on garde cette idée de se dire c'était mal, je suis une mauvaise personne, je suis sale, voilà, il y a quelque chose de pervers en moi, ce genre de choses. Et ce genre de discours, en fait, même s'il peut évoluer avec le temps parce que l'enfant grandit, il se rend bien compte que la sexualité peut faire partie de sa vie, en fait, il peut rester une part de culpabilité là-dedans. On peut trouver plein d'autres exemples comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant déjà de se questionner lorsque vous culpabilisez, est-ce que ça vient vraiment de vous ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Et si ça vient de quelqu'un d'autre, est-ce que quand même, malgré tout, comme je vous disais, on vous apprend à ne pas taper votre frère ou votre sœur, en grandissant, ok, ça venait peut-être de quelqu'un d'autre, mais finalement, vous êtes possiblement en accord avec ça. Donc, demandez-vous aujourd'hui si, en déconstruisant finalement ce truc de se dire c'est pas parce qu'on m'a appris ça que forcément c'est la vérité, est-ce que ça vous convient vraiment à vous? Là, on va tomber dans quelque chose qui est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de culpabiliser, non pas pour réparer une faute en fait, mais pour se rassurer que c'est bon, on n'est pas une mauvaise personne. En fait, si on culpabilise, c'est un petit peu la preuve qu'on a des regrets, qu'on a des remords, et qu'on aurait envie de faire autrement. Sauf que, parfois on culpabilise, mais on ne fait pas autrement. Un exemple tout bête, et qui justement est souvent le cas pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, elles vont culpabiliser de manger, je sais pas, quelque chose de hautement calorique ou qui n'était pas prévu, ou voilà. Il y a ce sentiment de honte et de culpabilité chez ces personnes-là, et pour autant elles recommencent. Donc on voit bien que la culpabilité n'empêche pas de recommencer un acte qui pour autant nous a mis en mal et dont on a eu honte. Il y a plein de choses comme ça. Je pense notamment à des couples que j'ai pu accompagner où il y avait des problématiques d'infidélité, où la personne infidèle culpabilisait vraiment, s'en voulait énormément, avait honte de son comportement, mais a cependant été de nouveau infidèle. Et donc ça a fait de mal à quelqu'un d'autre. C'est pas juste dans le cas où j'ai mangé un gâteau au chocolat et limite je me fais juste du mal à moi. Non, ça peut être même à quelqu'un d'autre. On peut aussi prendre des situations sur l'addiction plus largement. Par exemple, une personne qui est alcoolique et où l'alcool a des conséquences et nuit, que ce soit à sa santé, mais aussi à son bien-être et aussi à sa famille. Bref, sur tous les plans, on peut perdre même son emploi. Il y a une culpabilité, il y a une autoflagellation, il y a un sentiment de honte très fort. Il y a constamment en fait un dénigrement même personnel de se dire je ne suis pas capable d'arrêter l'alcool, je vois bien que je suis pas... Et qui est conscient du problème, pour autant, n'arrête pas juste parce qu'il culpabilise. Bon, déjà, vous le savez certainement, mais la problématique de tout ce qui est lié à l'alcool ou plus largement effectivement aux addictions, quelles qu'elles soient, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on voit bien que la culpabilité n'est pas un instrument pour faire changer les choses. Et malheureusement, beaucoup l'utilisent comme ça, que ça soit les parents ou les proches. Je le vois beaucoup dans le couple, lorsqu'on essaye de faire culpabiliser le conjoint ou la conjointe pour un comportement que l'on trouve nocif pour la vie de famille par exemple, ou en tout cas que l'on n'apprécie pas, on va essayer de faire culpabiliser l'autre. Alors d'où ça vient ça? Il faut bien savoir quelque chose, c'est que c'est très très lié à la culture. Vivant à l'étranger, je me rends de plus en plus compte qu'on a quand même une culture judéo-chrétienne, et attention, je ne tape pas sur la religion, parce que pour les personnes qui ne savent pas, mais je suis moi-même croyante, donc c'est pas le sujet ici, mais il est vrai que l'on retrouve ça dans la culture judéo-chrétienne. C'est profondément enraciné et influencé sur la notion de culpabilité. Parce que c'est lié à un concept de péché. Et ça c'est important, parce qu'en fait du coup la culpabilité elle est souvent perçue comme nécessaire pour la rédemption. Dans les religions c'est souvent le cas en fait. Le sentiment de culpabilité du coup est encouragé pour inciter à la confession, au repentir, à considérer comme une étape cruciale pour retrouver une sorte de pardon et de grâce divine. Et c'est justement ce que Nietzsche critique dans son livre La généalogie de la morale, qui discute de la manière dont la culpabilité, et particulièrement justement dans les sociétés judéo-chrétiennes, est utilisée pour restreindre les instincts qui sont naturels de chaque individu,
et pour se conformer à des normes rigides. Et c'est là où justement Freud, et moi j'avais beaucoup aimé ce livre que je vous recommande, je l'avais appris pendant mon master, c'est Malaise dans la civilisation. C'est-à-dire que, en fait, il explique que d'une certaine manière, nous générons en fait des névroses et nous générons des souffrances que l'humain n'aurait pas naturellement s'il n'y avait pas en fait autant, si on ne nous imposait pas autant une norme rigide. Et je pense que les atypiques qui m'écoutent là vont comprendre. Je vous fais le pont. Le pont, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes bien conscient que vous vivez dans un monde qui est créé quand même par et pour des personnes neurotypiques. Et c'est pas pour rien qu'on nous appelle les atypiques. Qui a mis cette étiquette, si ce n'est les personnes neurotypiques qui avaient besoin de nous mettre dans une étiquette, en fait, dans une case. Parce que, en réalité, nous, on en ressent le besoin parce qu'on ressent le décalage. Mais pourquoi on le ressent ? Parce qu'on nous fait ressentir le décalage. Il y a énormément d'ailleurs d'études qui montrent bien que les personnes atypiques, avec un environnement adapté, un environnement où on leur a jamais dit tu es trop sensible, tu es trop ci, tu es comme ci, tu es trop comme ça, ne s'interrogent même pas sur leur atypie. En fait, ils évoluent dans cette société sans questionnement ou très peu de questionnement. Naturellement, ils s'entourent de personnes en fait qui leur ressemblent et c'est pas un sujet en fait. C'est un non-sujet et je vous souhaite d'ailleurs qu'avec le temps ça devienne un non-sujet pour vous aussi. Mais en attendant, la plupart des gens en tout cas qui viennent à moi et à mon travail, c'est parce que justement ils sentent bien le décalage et qu'ils sont en quête de réponses. Et j'espère d'ailleurs que dans mon travail vous trouvez quelques-unes de vos réponses et je vous le dis tout le temps, mais ne prenez pas pour argent comptant ce que vous écoutez dans mes épisodes de podcast ou ailleurs d'ailleurs. Parce que vous êtes unique et qu'il n'existe pas de solution justement. Moi je ne crois pas du tout en la vérité unique où tout le monde doit faire la même chose, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut expérimenter, on évolue constamment, surtout chez les atypiques, on évolue très très vite. Et ce qui va être important et nécessaire pour vous aujourd'hui ne l'est pas forcément dans quelques années. Donc encore une fois, je vous le dis souvent dans mes épisodes, mais faites votre salade composée, c'est dans le sens où il y a un grand buffet à volonté, prenez ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie de goûter, laissez le reste, peut-être que vous y reviendrez un autre jour ou pas, et c'est très bien comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans son livre, Freud explique bien qu'en fait, nous créons nos propres névroses par cette société qui essaye de mettre tout le monde dans la même case. En fait, c'est une sorte d'intolérance qui est totalement acceptée. Et c'est pour ça qu'on en revient à une forme de dictature. Soit tu rentres dans le moule, soit je vais t'écorner sévère pour que tu rentres dedans. C'est un peu ça l'idée en fait. Parce que, et ce qui est pire encore, c'est que la plupart des personnes qui vont culpabiliser, eh bien, elles vont pas attendre qu'on les écorne. Elles vont elles-mêmes se limer les ongles en fait pour rentrer comme il faut dans la bonne case, quoi. C'est un peu comme si vous voulez rentrer dans le moule à tarte. Vous vous rappelez de cette phrase, de cette citation qui dit que force de vouloir rentrer dans un moule, on va ressembler à une tarte. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que les personnes qui culpabilisent vite, et d'ailleurs c'est un terme, ça n'a pas de mot en français, mais en anglais, c'est les guilt pronouns. C'est un vrai terme, c'est les personnes qui ont tendance à culpabiliser. C'est un vrai trait de personnalité qui révèle justement cette prédisposition à éprouver ce sentiment très négatif à l'égard de soi-même ou des actes qu'on peut faire. Et en fait, ces personnes-là, dans la religion anglo-saxonne, on explique que ce sont des gens qui vont avoir un mauvais pressentiment envers eux-mêmes, mais qui du coup, parce qu'elles ont tendance à se culpabiliser vite, c'est aussi des personnes qui vont vite faire culpabiliser les autres et qui vont aussi avoir plus de mal à avoir confiance dans la relation avec autrui. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ce que amène malheureusement ce sentiment de culpabilité. Alors là, j'ai parlé un petit peu de tout ce qui était négatif lié à la culpabilité et je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire que d'une part, en fait, vous auto-flagellez, ça fait du mal à votre estime de vous-même, vous avez la sensation de ne pas être comme il faut, mais en plus, en fait, ça change rien à la situation la plupart du temps, ou si ça change, en fait, ça effrite quand même l'image que vous avez de vous, ça vous conditionne à rentrer dans un moule sans même réfléchir si finalement c'est la place dans laquelle vous avez envie d'aller, et puis malheureusement, ça affecte aussi les relations avec les autres parce que, et c'est logique, lorsqu'on s'en demande beaucoup soi-même, on ne supporte pas les gens qui n'en font pas de même. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je vous redonne un exemple tout simple, mais il n'y a pas plus intolérant
que par exemple les personnes qui justement font très attention à leur physique, qui vont vraiment utiliser beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, qui vont calculer la moindre calorie, qui vont faire énormément de sport, tout ça. En fait, ces gens-là, souvent, ils vont être très jugeants envers les personnes qui ne font pas pareil. Parce que c'est devenu une telle obsession. Et alors quand c'est vraiment quelque chose où ils sont très alignés, non, quand ils sont très alignés avec leur choix et qu'ils le vivent bien, ils n'en ont rien à faire et ils jugent pas les autres. Mais quand ça leur demande beaucoup des efforts et que ça devient une obsession et que pour eux c'est de l'ordre du sacrifice, en fait ils critiquent beaucoup ceux qui font pas pareil. Les parents par exemple qui jugent les autres parents, c'est parce que souvent eux ils sont dans le sacrifice tellement dans leur parentalité qui ne comprennent pas pourquoi les autres parents n'en font pas de même. Mais c'est pour tout exactement pareil. Les gens qui se sacrifient pour leur vie professionnelle et qui ont réussi, vous allez les entendre dire à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied au cul, il n'y a pas le choix, c'est quoi, ça n'existe pas le burn-out, c'est que pour les faibles. En fait, ils vont avoir ce genre de discours. C'est toujours la même chose et ce dans tous les domaines. Donc forcément, les gens qui vont se culpabiliser sans cesse de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire suffisamment, eh bien ils vont avoir tendance très vite à culpabiliser les autres. Mais ils s'en rendent pas compte parce qu'en plus ça rentrerait pas dans leur système de valeurs. C'est-à-dire que ça serait un cercle vicieux. S'ils se rendent compte qu'ils culpabilisent les autres, ils vont encore plus culpabiliser les autres. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais dans la vie de couple, chez les atypiques, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Et c'est parfois un petit peu calfeutré par soi-disant une sorte de bienveillance. Et je pense, honnêtement, que les gens qui culpabilisent beaucoup sont des gens bienveillants. Ils ont des très hautes valeurs, peut-être même des idéaux. Et c'est pour ça que la culpabilité touche beaucoup d'atypiques, parce que les atypiques ont souvent beaucoup d'idéaux. Ils rêvent d'un monde totalement différent, et ils rêvent effectivement de perfectionnisme. Ils mettent, je pense, l'humanisme au-delà de tout, mais ça en devient une véritable dictature, que ça soit en fait pour eux-mêmes comme pour les autres. Et bien entendu, comme il y a une intensité chez beaucoup d'atypiques, c'est très difficile de leur dire en fait d'apaiser leurs idéaux. Parce que c'est ou tout noir ou tout blanc. Et en gros, si ça peut pas être tout blanc, à quoi bon? Bref, c'est vraiment très très complexe. Alors je sais pas si ça vous parlera, mais j'avais quand même envie de vous apporter quelque chose d'un peu plus positif. C'est-à-dire que la culpabilité, on peut s'en servir en fait. Ça peut être aussi un allié incroyable. C'est-à-dire que... Une alliée, pardon. Alors certes, on a compris... Ça nous bloque pour avancer, ça nous bloque dans nos relations et ça nous fait pas du bien dans l'image de soi-même. Bon, mais non. Par contre, si on se penche sur un petit peu tout ce qui est psychologie positive et notamment c'est Brené Brown qui explore comment la honte ou la culpabilité, en fait, lorsqu'elles sont comprises, elles peuvent se transformer et mener à une vie plus authentique. Pourquoi ? Parce que la culpabilité, c'est aussi le signe d'un désalignement. Et ça, c'est hyper important. Parce que souvent, on me pose la question, mais comment en fait je peux faire pour savoir si je suis à la bonne place, cette idéo de place un peu qui revient souvent chez les atypiques. Comment je peux savoir que je fais les bons choix pour ma vie ? Et ça, justement, vous pouvez vous servir de votre culpabilité en fait. Ça, c'est hyper intéressant. Mais attention au piège de l'autosatisfaction, encore une fois. Parce que en fait, certaines personnes, elles se complaisent dans la culpabilité car cela donne l'illusion d'avoir expié leurs fautes, ça je vous l'ai déjà dit, lié encore une fois à la religion, mais sans pour autant les amener à un comportement qui va changer. C'est-à-dire que c'est un peu une forme d'auto-justification. Genre, c'est bon, je culpabilise, je ne suis pas une mauvaise personne. Ça peut être perçu en fait comme suffisant, mais ça empêche à la réelle transformation et donc au réalignement. Il y a des études qui l'ont montré ça. Il y a une étude en 2007, je crois que c'est Tanguenay, qui a montré que la culpabilité, en fait, lorsqu'elle est associée à un sentiment de honte, en fait, elle est paralysante. C'est-à-dire que ça empêche l'individu de prendre des actions correctives. Ça, c'est hyper important. Donc, il faut savoir que les personnes qui ont un sentiment fort de culpabilité, elles seront plus enclines aussi à se décourager. Et donc, elles vont avoir du mal à passer à l'action. À quoi bon ? Ce fameux « à quoi bon ? J'y arriverai jamais ». Forcément, parce que plus vous culpabilisez, moins vous avez confiance en vous. Et moins vous avez confiance en vous, moins vous pouvez passer à l'action. Vous avez fait un épisode aussi sur le sujet du passage à l'action. Je vous le remettrai dans la description. Donc c'est hyper important de vous dire, ok, en fait, lorsque je culpabilise, et d'essayer
en fait, lorsque vous sentez la culpabilité arriver, lorsque vous avez ces petites phrases, en fait, que certainement on vous a dit en plus étant jeune et que vous reprenez en grandissant, en fait, tout simplement. Et donc le côté de je ne suis pas assez, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ce n'est pas suffisant, je ne suis pas une si bonne personne. Enfin, je sais pas, ça dépend effectivement, même si on ne se dit pas ces phrases-là, ça revient à ces idées-là le plus souvent, et notamment chez les hypersensibles. Essayez de vous rendre compte que vous êtes dans un processus de culpabilité. Ça va être la première étape. Lorsqu'on se rend compte qu'on est dans un processus de culpabilité, il est beaucoup plus facile de s'en libérer. Mais ça, c'est 50% du chemin, cette prise de conscience à l'instant T. Alors, c'est pas souvent dans les premières minutes, ça peut prendre des fois des jours, en fait, se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Là, je rumine, je m'auto-flagelle, je me fais du mal, je suis en train de culpabiliser et de me renvoyer une mauvaise image de moi. Lorsque vous réalisez ça, c'est génial, ça veut dire que vous avez fait la moitié du chemin. Il faut, en fait, prendre conscience pourquoi vous le faites. Et cette culpabilité, si elle arrive, qu'est-ce qu'elle dit de vous ? En fait, qu'est-ce qu'elle dit de vous ? Et c'est ça la vraie question à se poser. Par exemple, ça peut être, elle dit de moi que j'ai finalement très très envie d'arriver à telle ou telle chose. Et comme je ne l'ai pas fait et que j'avais pris un engagement vers moi-même pour le faire, alors je prends un exemple concret auquel je pense là, je sais que j'accompagne beaucoup d'entrepreneuses atypiques et souvent elles se challenge à mettre des actions en place avec des deadlines et elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas parce que on ne sait pas. Mais elles culpabilisent. Et souvent elles culpabilisent. Et moi je les revois après en accompagnement et je leur demande où est-ce qu'elles en sont, si elles ont avancé. Et non, j'ai pas réussi et tout. Et donc elles culpabilisent. Et qu'est-ce qui se passe dans la culpabilité ? C'est qu'elles ont pris en fait des jours, voire des semaines entre les rendez-vous, à culpabiliser, à se raconter mille et une histoires. Et pour soulager cette culpabilité, elles se sont racontées mille et une excuses, parce qu'à un moment donné, c'est trop douloureux aussi de culpabiliser. Donc il faut se soulager. Donc on va se raconter des excuses. Ce qui fait qu'en fait, la procrastination se prolonge. Alors que, et c'est le travail que je fais avec elles, c'est de se demander finalement pourquoi elles n'ont pas mis les choses en action. Et au lieu de se culpabiliser, on réfléchit en fait. On réfléchit, qu'est-ce qui fait que ? En fait, et cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi ? Alors, dans la plupart des cas, c'est pas toujours cette situation-là, mais là j'en ai une en tête, une situation, où la culpabilité, elle lui a expliqué en fait que tout simplement elle se sentait désalignée par rapport à l'engagement qu'elle avait pris envers elle-même, parce que lancer son activité était très très importante pour elle, et le fait qu'elle ne l'ait pas fait, forcément, elle est déçue d'elle-même. Et c'est dur d'être déçue de soi-même. Surtout qu'elle avait des problèmes financiers, et qu'elle avait pris cet engagement. La culpabilité, elle est juste là pour lui rappeler « Et en fait, c'était important pour toi. » Ok, donc on va pas continuer à culpabiliser. On a compris à quoi servait la culpabilité. C'était important pour moi. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. Pourquoi, finalement, malgré que ça soit important pour moi, je ne l'ai pas fait. Et c'est là où malheureusement il y a votre cercle vicieux de la culpabilité qui continue. Ah oui, pourquoi je ne l'ai pas fait vu que c'était important, mais je suis vraiment nulle. Non, moi je vous dis de passer à la seconde étape. On a compris, maintenant on passe à la seconde étape. Et la seconde étape étant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la deadline par exemple était trop juste ? Est-ce que le projet était bien aligné ? Est-ce que c'était cohérent ? Est-ce que finalement je manquais de confiance à un moment donné ? Pourquoi dans ces cas-là je n'ai pas demandé de l'aide, du soutien ? Bref voilà. Et ça, c'est vraiment un passage à l'action. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réévaluation cognitive. On identifie les pensées automatiques qui sont associées à la culpabilité et on les remplace par des pensées qui sont constructives et qui vont nous apporter une mise en action concrète. Après, pour toutes les personnes qui aiment bien effectivement tout ce qui est mindfulness, ça aide énormément. C'est-à-dire pratiquer la pleine conscience. Pour reconnaître la culpabilité, ça aide énormément sans s'y attacher. C'est-à-dire qu'en fait, on la laisse passer. C'est une émotion transitoire et comme toute émotion, et je le dis souvent, mais une émotion, c'est un peu comme une contraction si vous avez eu l'occasion dans votre vie d'accoucher, notamment dans un accouchement naturel où on a des contractions de fin de travail qui sont très 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 intenses, ça monte, ça dure quelques minutes et ça redescend. Et parfois effectivement elles se rapprochent quand on arrive à la fin, elles se rapprochent, elles sont de plus en plus intenses. C'est un peu ça en fait, une émotion, ça monte, c'est très 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 intense et ça redescend. Et potentiellement après il y en a une autre qui remonte, parce qu'on n'a pas qu'une seule émotion, parce que c'est très complexe, que souvent elles sont plusieurs émotions, ce qui rend encore plus difficile l'identification des émotions. Mais n'empêche, elles passent.
Donc il est totalement possible en fait de sentir ce sentiment de culpabilité là qui arrive, c'est difficile dans notre corps, on peut le sentir dans la gorge, dans le ventre, on peut se sentir pas bien avec le rythme respiratoire, aussi même avoir mal au dos, bref, on peut effectivement somatiser de bien des manières, mais si on lui laisse de la place, et non pas lui laisser de la place pour s'auto-flageller, comme beaucoup font, dans le sens, ok, je te laisse de la place, vas-y, écrase-moi. Non, pas du tout, c'est, je te laisse m'exprimer ce dont tu as besoin, en fait, mais tu t'en vas après. Et elle s'en va après, en fait, elle s'en va après. Si on la retient, encore une fois, c'est parce qu'on nous a appris à la retenir, parce que on a la sensation, et je vous le redis, qu'en culpabilisant, finalement, c'était moins grave. Dans le sens où on n'est pas une si mauvaise personne puisqu'on culpabilise. Il n'y a que les méchantes personnes qui ne culpabilisent pas, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Sauf que c'est totalement faux. On peut culpabiliser, en faire quelque chose et passer à l'action. Et il vaut mieux d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, les gens qui auront tendance à trop culpabiliser vont perdre une énergie folle là-dedans et ne changeront pas la situation. Prenons du coup un dernier exemple très concret, l'écologie. L'écologie est un parfait exemple. Malheureusement, on s'est très bien rendu compte que c'est pas en culpabilisant les gens qui changeront leur habitude. C'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Absolument pas. Pas du tout. Ça va leur faire prendre... En fait, ça va leur prendre... Enfin, d'une certaine manière, ils vont changer leurs habitudes, mais sur du court terme. Ils vont pas garder l'habitude, en fait. La seule manière d'aider les gens à changer leurs habitudes et que ça soit plus écologique pour la planète, c'est d'aider à la mise en action. C'est vraiment ça. Prenons l'exemple du tri. Avant qu'il y ait des poubelles de tri, quasiment personne faisait du tri chez lui. Voilà. Après, il y a des différentes poubelles de tri. Donc, les gens, ok, il y a 2, 3, 4 poubelles, alors ça dépend où vous vivez, différentes. Ça facilite les choses. C'est clair, c'est concis, il y a des pancartes pour nous expliquer. Ok, on met ça là. Et encore, c'est pas si évident. Mais ça facilite les choses. Et c'est pas que les gens n'en ont rien à faire de la planète. Or, certainement, oui, vous allez me dire, il y en a qui n'en ont rien à faire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais la plupart, quand on leur explique les choses, ils n'en ont pas rien à faire. Mais la culpabilité, ça ne les empêche pas d'acheter quelque chose qui provient de l'autre bout de la planète, ça ne les empêche pas de surconsommer du chauffage ou de la clim, enfin bref, voilà. Donc la réalité, c'est que non, la culpabilité n'a jamais fait et permet pas de passer à l'action. Ce n'est pas ça qui permet de passer à l'action. Ce qui permet de passer à l'action, c'est de comprendre la culpabilité. Encore une fois, c'est la réévaluation cognitive. Donc si vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à vite culpabiliser, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous permet de voir les choses autrement et de ne pas vous noyer, encore une fois, dans ce piège de l'autosatisfaction dans la culpabilité qui a, encore une fois, été largement étudié et qui démontre bien que c'est une illusion, en fait. Il y en a qui adorent d'ailleurs ce sentiment de culpabilité parce que, d'une certaine façon, je pense qu'ils se sont sentis aimés à ce moment-là lorsqu'ils étaient jeunes. C'est un peu comme si les parents notamment, ou en tout cas les personnes qui se sont occupées d'eux, et on le voit notamment à l'école aussi, les professeurs ont tendance à utiliser cet instrument de la culpabilité, où lorsqu'ils s'excusaient, lorsqu'ils se repentaient, en fait, l'adulte lui témoignait une sorte on va dire, d'affection, dire ah c'est bien ce que tu fais là, voilà, ça c'est très bien, et une petite caresse, une petite voilà, ce qui fait qu'ils se sont sentis appréciés à ce moment-là. Comment ne pas garder du coup ce mécanisme par la suite, une fois adulte, vu qu'on a la sensation d'être une bonne personne et qu'enfant on mérite l'attention des autres lorsqu'on est dans de l'autoculpabilisation? Comment? Justement, c'est ce que j'essaye peut-être de vous transmettre aujourd'hui dans ce podcast. Peut-être que si vous changez de perspective, vous vous rendriez compte réellement que la culpabilité ne vous a rien amené, ou en tout cas ne vous amène pas à ce que vous pensiez. Elle vous amène juste une information sur qui vous êtes. À un moment donné, si vous culpabilisez, c'est que vous êtes désaligné. Ok, je suis désaligné. Donc encore une fois, je me questionne. Est-ce que je suis désaligné par rapport à une valeur qu'on m'a imposée? Oui, non. Et ensuite, est-ce que finalement, cette valeur qui est imposée ou pas imposée, est-ce qu'aujourd'hui, elle me convient à moi? Oui, non. Est-ce que du coup, ce sentiment de culpabilité, il est légitime ou illégitime? Et s'il est légitime, c'est génial, ça veut dire que, encore une fois, je suis désalignée sur quelque chose qui est important pour moi. Donc la question, c'est pas, encore, comment je peux me faire du mal? C'est, vu que c'est important pour moi, comment ça se fait que je n'ai pas pu, je n'ai pas su, comment je peux faire autrement?
Et là, vous faites de la culpabilité un outil de mise en action. Voilà. Encore une fois, j'espère que cet épisode aura pu vous donner quelques clés. N'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux ou à le partager. Pour moi, c'est hyper important effectivement de donner la visibilité à ce genre de podcast qui, je pense, peut vraiment faire changer les choses. En tout cas, je l'espère. C'est pour ça que je le fais, bien évidemment. Et je vous retrouve comme chaque lundi. Donc, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast.